Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Le processus de création en collectif, posture, compétences et parcours tout au long de la vie, une recherche menée par Stéphane Gros-Claude dans le cadre du master de l'INSEAC du CNAM, promotion 2023-2024. Cet enregistrement a été réalisé le 1er septembre 2024 sur matériel Zoom H1 avec les voix d'André Bonneau et Stéphane Gros-Claude. Le processus de création en collectif s'exerce dans différents contextes de création, d'un service dans une entreprise ou d'une prestation, matérielle, technique ou intellectuelle, dans le secteur public ou privé, dans un but lucratif ou d'intérêt général, etc. Qu'est-ce qui meut et nourrit les relations humaines et comment s'acquièrent, se conscientisent ou se développent les compétences et savoirs acquis ou à acquérir dans un processus de création en collectif? Qui sont les personnes qui composent le collectif et que souhaitent-elles faire? Comment s'impliquent-elles et comment s'imbriquent les idées et les envies, les savoir-faire des uns et des autres pour aboutir à une création? Et d'ailleurs, faut-il aboutir à une création ou bien le plus important n'est-il pas le processus lui-même qui compte davantage que sa restitution ou une représentation face à un auditoire? Qui est artiste? Y a-t-il différentes catégories au-delà des esthétiques? Qui est créateur, auteur et propriétaire de l'œuvre dans le cas où plusieurs personnes participent à une création? Avec quelle reconnaissance? Y a-t-il une compétence, un titre ou un diplôme indispensable pour exercer des métiers artistiques? Ces interrogations ont amené à un travail de recherche sous la forme d'une observation participante, dans une conception orchestrale, c'est-à-dire où le chef ne se retrouve pas seul face à un orchestre. La recherche s'est déroulée de janvier à juin 2024 dans deux structures en parallèle, la Maison des pratiques artistiques amateurs, la MP2A à Paris, dirigée par Sonia Leplat, et la compagnie S-Composition, collectif pour une nouvelle culture terrestre, co-dirigée par Jean-Pierre Sévos et Chloé Latour. Cette recherche se situe par conséquent dans le domaine du spectacle vivant, mais pas dans une approche exclusive d'autres pratiques, domaines et secteurs. Conçu au sens de John Dewey comme une expérience, le processus de création en collectif est une découverte et une appropriation de l'art qui implique, selon Joël Zask, de prendre part, apporter sa part et donner sa part. Il concerne chacun à tous les âges, sur le parcours scolaire, depuis la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, mais aussi en dehors de ce parcours, dans le domaine des enseignements et des pratiques artistiques, et bien sûr, les personnes devenues adultes, directement ou par le biais des interactions que chacun peut provoquer ou mettre en œuvre dans un processus ou un projet commun. Comme le suggère Jean-Pierre Sévos, on peut distinguer de façon schématique trois typologies de projets participatifs. Les projets où les artistes collectent différents matériaux, récits de vie, témoignages, photographies, etc., et créent ensuite une forme artistique à partir de ces éléments. Des projets où des artistes associent différentes personnes avec un niveau d'implication et de contribution selon la nature du projet. Des projets, enfin, portés par des organisations culturelles, entièrement co-créées par les personnes qui y participent et sont les principaux artistes lors de la réalisation finale, avec un encadrement, dans des formes et procédures variables que l'on regroupe sous le terme de création collective ou de création partagée. À la lumière de cette recherche, nous ajoutons un quatrième type de projet participatif, ceux développés dans des pratiques amateurs autonomes, libres et non encadrées, entièrement autogérées par les parties prenantes, comme nous avons pu l'observer à la MP2A. Elles ont la particularité d'être menées de A jusqu'à Z par les amateurs et constituent un monde totalement invisible des politiques publiques en France,
si ce n'est à la MP2A et dans quelques lieux où ces collectifs parviennent à pratiquer et monter sur scène. Pour tenter de comprendre tout cela, nous avons appréhendé le processus de création en collectif en 5 étapes. Dans quel environnement il s'organise et se déroule, les enjeux et objectifs du processus lui-même pour sa conception et sa mise en œuvre, quels sont les parcours des personnes qui y participent, quels en sont les bénéficiaires en tant que public, et enfin, quelles sont les compétences et les savoirs mobilisés. Quelles sont les personnes, équipes et moyens mobilisés sur les plans matériels, techniques et financiers? Quelles sont les compétences nécessaires ou disponibles pour mettre en œuvre le processus? Par exemple, la MP2A dispose d'une équipe de 37 permanents, tous très concernés et très impliqués dans les pratiques artistiques, pour eux-mêmes et au service des quelques 800 collectifs accueillis et accompagnés chaque année dans les 20 salles réparties sur 5 sites à Paris. AS Composition, plusieurs dispositifs sont mobilisés, dont la pédagogie de la création partagée, qui consiste à créer les conditions et les circonstances pour permettre à chacun, à partir de ses points de vue, de son imaginaire et de son histoire, de participer et contribuer à la création d'un objet artistique qui deviendra un objet commun. Au regard d'autres contextes, la notion de médiation évolue selon les circonstances dans lesquelles elle s'opère, mais aussi en s'adaptant progressivement aux évolutions sociétales, notamment en écho aux objectifs des droits culturels qui modifient la relation aux usagers et aux parties prenantes, plutôt que des publics, ce qui implique une adaptation permanente de l'environnement, de la pratique et de l'accompagnement du processus de création en collectif, où les parcours sont en mouvement permanent entre projets personnels et structurels. Le processus lui-même anime une quantité d'interactions au sein du collectif et avec son environnement dans une alchimie de culture, de traditions et des pratiques, pour ce que John Dewey définit comme une contribution humaine dans son livre « L'art comme expérience ». Le processus se met en œuvre dans des contextes d'une grande diversité, à 2 ou à une quinzaine, dans des mondes structurés plutôt que hiérarchisés, avec énergie, courage et curiosité, en fonction des moyens disponibles et de l'imagination pour y pallier, avec une répartition des tâches et des responsabilités selon les envies et les capacités de chacun, permettant de concilier différences, exigences et engagements. La répétition est ou devient rituel, abolissant les frontières d'un partage artistique célébré dans l'espace privilégié de la pratique et de la communauté constituée par le collectif. Certaines communautés sont plus visibles et affirmées que d'autres, davantage entendues ou représentées dans les instances de concertation et de dialogue, avec des différences, des oppositions et des injustices que les réformes successives n'ont pas toujours améliorées ou corrigées. C'est notamment le cas des pratiquants amateurs qui ont une certaine forme de reconnaissance dans les productions artistiques professionnelles, mais que le processus de décentralisation a invisibilisé malgré des dispositions prévues par exemple dans les décrets d'application pour les lieux labellisés par l'État. Les collectifs se constituent de façon parfois totalement imprévue ou à la suite d'une circonstance incitative, par exemple des étudiants arrivant en fin de cycle qui ne peuvent plus bénéficier de l'atelier organisé par l'université, des musiciens qui, à l'issue d'une année d'initiation à la Philharmonie de Paris, souhaitent continuer et prennent l'initiative de créer un orchestre, ou bien simplement pour échanger des manières de faire, des manières d'être, comme c'est le cas des groupes d'improvisation théâtrale qui n'ont pas comme projet de créer un spectacle, ne se positionnent pas en réaction par un « oui mais dans la continuité avec un « oui et », invitant à passer le flambeau d'un dialogue dont chacun est le passeur. Il est sans doute impossible de tracer une typologie représentative de tous les collectifs, mais on parvient à distinguer quelques caractéristiques récurrentes. Par exemple, les groupes amateurs sont souvent à l'initiative d'un groupe d'amis, et beaucoup de compagnies de spectacles professionnels sont constituées à l'initiative d'un couple. En voici un exemple. Au départ, le collectif c'est le couple, qui parcourt les campagnes et les villes
Pour l'une, plasticienne, dessiner les sons entre 20 et 45 minutes, et pour l'autre, paysagiste sonore, enregistrer ces sons simultanément. Ils se disent que le dessin est la résultante des points sonores identifiés spatialement et que ce serait bien de le voir se construire à la manière d'un film. Ils sollicitent leur fils, artiste numérique et designer d'objets, qui s'implique progressivement, puis également leur fille, qui est artiste designer textile, pour concevoir des pièces de textile formant écran sur lesquelles chaque vidéo sera projetée. Au final, on est 4. Mais il y a des interactions à différents niveaux, et il y a une part de hasard, de génie, car chacun apporte sa pierre. La création évolue et c'est à la fin qu'on la découvre, in situ. On a donc inventé quelque chose, c'est l'apport de quelque chose inventé par 4 cerveaux et 8 mains. Chacun des membres de la famille, dans ses compétences dominantes, plasticiennes ou sonores. Les comédies musicales, comme l'opéra, sont les formes de création en collectif qui mobilisent le plus de compétences différentes dans l'élaboration et de personnes sur le plateau. En voici quelques exemples. Le projet des Odyssées musicales met en œuvre un processus de création en collectif avec une quinzaine de créateurs, réunis autour d'un chef de projet. 7 à l'écriture des paroles et des musiques, 3 à la chorégraphie, 5 à la scénographie, décors et costumes. Les étapes de création se décomposent ainsi. Un dépouillement des ensembles musicaux pour définir le style, par exemple rock, avec danse, gospel, avec ou sans danse, et les groupes de créateurs vont travailler ensemble sur la partie qui les concerne, chorégraphes, compositeurs. Les compositeurs ont fait des propositions de structure musicale et se sont répartis les rôles pour composer les morceaux en binôme. Des kick-offs ont été réalisés pour chaque numéro avec une proposition de structure du numéro, refrain, couplet, danse, break, et la répartition des rôles parlés, chantés, pour s'allier avec la narration. Ces réunions sont organisées ensuite pour tout revoir, valider, et valider ensemble, répartir en petits groupes sur la composition, les paroles et la musique, avec des deadlines pour cadencer l'ensemble. Podium Paris est un chœur gay créé il y a bientôt 20 ans, qui met chaque année en scène une comédie choralo-musicale. Plusieurs projets sont présentés en conseil d'administration, qui choisit après avoir arbitré sur des critères bien précis. Le nombre de chansons en français, la teneur du récit proposé au regard de l'objet militant de l'association. Et le ou les porteurs du projet se chargent du casting pour choisir les protagonistes, les danseurs, et une équipe qui va s'occuper des chorégraphies, de la communication, de la technique. Le projet de cette année, Olympics, double jeu, ce sont 60 chanteurs, 14 protagonistes, 7 danseurs. Il a reçu le label Olympiade culturelle de Paris 2024 et a été joué 3 fois à la MP2A Saint-Germain au mois de juin et sera repris au théâtre de Vanves en octobre. Le processus de création en collectif confronte à la volonté et à la possibilité de préserver une envie de pratiquer et rester ensemble, à transformer une idée en projet, aux moyens dont on dispose et aux solutions à apporter pour ceux dont on ne dispose pas, à faire face aux imprévus et embûches rencontrées sur le chemin et aux manières d'y faire face, pour aller plus loin, se dépasser davantage encore dans le processus de mise en œuvre, à l'humanité du collectif, dans ses interactions et les relations nouées entre ses membres. Cela nécessite des stratégies, de partenariat et de déploiement dans les réseaux, sur ce qu'on retient personnellement dans cette expérience collective, la temporalité, l'implication et la disponibilité des membres du collectif, etc., etc. Il n'y a pas de parcours qui soit garanti d'avance, prévu, tracé ou prédit. Ils sont soumis aux surprises, imprévues et obstacles. Chaque histoire, chaque contribution est singulière et unique. Chacun y investit un temps différent pour la pratique elle-même, comme pour tout ce qui est nécessaire à sa réalisation, quelles que soient les croyances, les pratiques, les origines. Dans un contexte éducatif, amical ou familial, la volonté de partager et transmettre est omniprésente. La dimension pédagogique s'apprend souvent sur le tas, par l'expérimentation et par imprégnation, mais peu par un apprentissage préalable, encore absent de nombreux parcours de formation artistique. Les médiums en sont la pratique du jeu et la mise en scène,
en assistant à un prof de théâtre pendant les répétitions, en testant ce qui fonctionne ou pas lors d'ateliers, par les retours et la satisfaction des personnes, et progresser ainsi, petit à petit. On ne peut pas faire du Shakespeare lorsqu'on est face à des personnes en difficulté, mais on peut passer par des exercices d'improvisation sur la voix, le souffle, la respiration ou d'autres, pour s'amuser et voir comment on peut aller plus loin. En musique, les collectifs sont avant tout investis pour le lien social et humain qu'apporte la pratique, a fortiori dans les chorales, où la barrière de la maîtrise de la technique musicale est moins rebutante que dans un ensemble instrumental. L'apprentissage s'avère moins difficile qu'imaginé pour des instrumentistes, mais reste compliqué pour des comédiens, en particulier les plus jeunes, pour sortir d'une approche de l'extérieur, comme la bouffonnerie ou la caricature, pour un théâtre plus intérieur où jouer le personnage comme soi-même. 2 écoles dominent en théâtre dans le panel des collectifs que nous avons rencontrés. Des aficionados qui passent le plus de temps possible à jouer et pas seulement dans un seul collectif. Des étudiants qui découvrent le théâtre lors d'ateliers à l'université et constituent des collectifs d'amis et sont amenés ou souhaitent poursuivre une expérience amicalo-artistique. En danse, il y a des phases et des nuances entre apprentissage et entraînement qui renvoient aux automatismes, et les deux sont complémentaires. Dans toutes les disciplines, le contact physique et la limite entre le jeu et la vie en dehors de la scène sont complexes à gérer dans la pratique en amateur, même s'il n'y a rien de problématique. C'est aussi pour certains un accomplissement personnel qui permet de dépasser ses craintes, ses peurs et ses inhibitions. La continuité des parcours n'est pas acquise d'avance non plus. Les dispositifs et les politiques, publics comme privés, les facilitent, avec des articulations tantôt logiques et fluides, tantôt aléatoires ou hypothétiques, mais dans tous les cas relèvent de l'expérience individuelle. Les bénéficiaires, c'est tout le monde en fait. Vous, moi, ma voisine de table, de bureau ou de palier, que ce soit en tant que public pour un spectateur, une restitution ou une participation à une conférence, un atelier, une rencontre ou d'autres. Qui sont-ils, ou plutôt qui êtes-vous ? Comment vous qualifier et reconnaître la juste valeur de tout ce que vous apportez à un collectif ? Voilà une question essentielle qui n'est pourtant pas toujours traitée avec l'attention qu'elle mérite. Le terme de public est souvent questionné, à juste titre. Selon qu'on considère distinctement ou non les personnes qui participent activement à un processus au travers d'une pratique artistique et les personnes non moins actives mais plus statiques, si l'on peut dire, que sont les spectateurs. Il y a là un panel infini de nuances, de postures qui ne peuvent être considérées comme des catégories définitives et qui sont sans cesse réinterrogées par l'évolution des pratiques sociales et sociétales, mais aussi esthétiques et artistiques. De nombreuses enquêtes sont réalisées sur ce sujet et l'INSEAC y contribue largement. Mais les effets que produit un projet collectif d'éducation artistique et culturelle réalisé dans le cadre scolaire sont peu analysés sur un parcours de vie de l'adulte, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, voire davantage. L'école est fondatrice des compétences et des savoirs qu'un enfant, un adolescent peut acquérir par l'expérience de la créativité, que l'on nomme généralement l'éducation artistique et culturelle, l'EAC. Mais chaque instant d'exploration, de confrontation et de partage d'expériences est un processus d'acquisition et de connaissance dans la vie professionnelle comme dans la sphère privée, en permanente interaction entre l'un et l'autre. Les compétences organisationnelles utilisées au quotidien dans le travail peuvent être utiles dans de nombreux contextes professionnels, artistiques, éducatifs, etc. Bien d'autres compétences induites et fortuites sont également mobilisées, identifiées et développées, dont on n'a pas forcément pris conscience. Ce passage en revue des composantes du processus de création collectif confirme qu'il est nécessaire de porter un regard sur le germe que la pratique porte, en particulier dans le parcours scolaire, mais aussi les fruits qu'il peut donner tout au long de la vie.
la prise de conscience et l'évaluation de l'utilité sociale par les parties prenantes, participants, intervenants, employés, dirigeants, prestataires, partenaires, financeurs et autres, de ce qu'apporte un projet ou une structure, permet de construire une vision collective globale du sens de l'action et de son impact social, ce qui permet de formaliser un référentiel commun. Cette démarche suppose une réflexion à 3 niveaux. En amont sur les acquis, les prérequis et la vision pour les personnes et la structure qui portent le projet. Au cours du processus sur son déroulement, sa perception et sa compréhension. En fin de processus et en aval, sur la satisfaction et les bénéfices, pour les parties prenantes impliquées dans le projet, les participants et bénéficiaires indirects, et pour tous, sur la mise en pratique de l'utilité sociale immédiate, à moyen et à long terme. Au-delà des bénéfices, le processus permet d'affirmer des valeurs, donne de la reconnaissance et une légitimité au projet comme aux personnes, et permet aussi de déployer des activités et partager des savoirs qui s'appuient sur le référentiel commun, notamment par le biais de certifications de compétences à des fins professionnelles, personnelles et d'intérêt général, comme le permettent différents dispositifs tels que le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen. Nous n'avons fait qu'effleurer quelques problématiques parmi les nombreuses questions que pose le processus de création en collectif. Aller plus loin peut s'envisager dans une vision et une analyse rétrospective de ce qu'apporte l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, en considérant et en qualifiant, autant que possible, l'ensemble des interactions entre les différentes sources dans lesquelles puise une personne pour et dans sa vie quotidienne. En termes de recherche, cela ouvre des possibilités pour une évaluation longitudinale des effets de l'éducation artistique et culturelle. Mais cette évaluation doit pouvoir s'inscrire dans et avec l'ensemble des politiques publiques, et pas seulement à l'aune des politiques culturelles et éducatives d'une part, et des droits culturels d'autre part. L'éducation artistique et culturelle est aujourd'hui principalement évaluée sur les effets immédiats que produisent les pratiques artistiques et la participation à un projet, une restitution ou une représentation. Une évaluation à long terme nécessite un aller-retour entre programme éducatif et pratique sociale, mais aussi entre objectifs éducatifs et parcours, à moyen et long terme, sur les apports dans la construction d'une vie d'adolescent et d'adulte et dans les interactions entre la sphère familiale et professionnelle. L'éducation artistique et culturelle est une priorité gouvernementale confortée par la charte de l'EAC de 2016, puis le dispositif 100% EAC mis en place en 2022. La question demeure de la concordance de cette priorité avec les responsabilités des différents niveaux de collectivité territoriale, a fortiori depuis la mise en œuvre des lois de décentralisation de 2015, en dépassant la responsabilité que les collectivités ont sur le bâti et l'engagement financier respectif de l'État et des collectivités territoriales, pour trouver une bonne articulation entre les champs de compétences, de l'insertion et la formation pour les régions, du social pour les départements, de la mise en œuvre locale pour l'intercommunalité et de la garantie d'une cohérence entre les différents territoires pour l'État. Les droits culturels inscrits dans plusieurs lois successives, nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe de 2015, liberté de création, architecture, patrimoine dite loi LCAP de 2016, puis celle sur les bibliothèques et pour la création du Centre national de la musique, oblige à repenser les politiques publiques pour prendre en compte la dimension culturelle dans leur ensemble. Les expériences sont déjà nombreuses dans les différents domaines de politique publique qui permettent aujourd'hui de faciliter les synergies entre elles, plus transversales, et dans une logique de parcours tout au long de la vie. Des aspects essentiels et incontournables sont à prendre en compte au regard des bouleversements que nous connaissons, en particulier en matière de conception universelle, pour une véritable prise en compte des personnes en situation de handicap, mais plus largement de changement de regard sur l'altérité. En matière de cohabitation, si l'on peut dire avec le numérique, au regard de la liberté et de la créativité instantanée qu'il permet, mais aussi de ses limites. Last but not least, en matière de changement climatique, dans l'entièreté de ses problématiques
et du référentiel qu'il implique de construire pour de nouvelles manières d'habiter la Terre, à l'instar et dans la continuité de la pensée de Bruno Latour, mise en œuvre par le collectif S-Composition. Nous avons là un vaste menu pour lequel chacun est invité à suggérer des ingrédients, partager son panier et en déguster les saveurs. Musique, Modular Mix de R, composé par Nicolas Godin, produit par Étienne de Crécy, 1995. Casanova 70, composé par Nicolas Godin, produit par R, 1997. Glassworks Opening et étude numéro 9 de Philippe Glass, extrait de Piano Works, interprété par Vikingur Olafsson, produit par Deutsche Grammophon, 2017. Un podcast proposé et interprété par Stéphane Gros-Claude avec la voix d'André Bonneau et votre écoute attentive et collaborative. Remerciements à Sonia Leplat et toute l'équipe de la MP2A. Remerciements à tous les collectifs rencontrés à la MP2A. Remerciements à Jean-Pierre Sévos, Chloé Latour, co-directeur de S-Composition. Remerciements à toutes les parties prenantes du collectif de S-Composition. Ce podcast a été établi sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAB.